Comme tous les mois, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous organisons un grand débat, un grand dossier autour des thématiques majeures pour l'avenir. Et finalement, dans la continuité de l'interview, il y a un instant, du climatologue Hervé Letreut, on va se poser la question, la décarbonation de l'acte de construire, utopie aux réalités. Pour en parler, nous sommes en studio avec François Pétry, bonjour. Bonjour. Qui est président du SFIC, qui est le syndicat français de l'industrie cimentière. Quelques mots pour présenter ce syndicat ? Oui, tout à fait. Donc, nous regroupons l'ensemble des acteurs de l'industrie cimentière en France. On est très proche et très intégré avec les bétonniers, bien sûr, qui sont des utilisateurs de nos ciments. Et on représente 26 sites, donc 26 usines en France, plus de 4500 emplois directs, et qui représentent en emplois indirects, y compris le transport et les prestataires, plus de 25 000 personnes. Bien sûr, si on intègre un regard sur l'ensemble de la filière béton, c'est beaucoup plus d'emplois et beaucoup plus d'activités et d'entreprises. Et merci de nous avoir invités, puisque effectivement nous sommes un acteur important du carbone dans la construction. J'allais dire aussi troisième secteur industriel le plus polluant après la chimie, on peut pas dire le contraire. Polluant, j'ai dit émetteur de carbone. Voilà, alors moi je vous dis polluant. Et je partagerai avec vous nos ambitions, Bien notre sûr. feuille de route et les avancées dans ce domaine. Bien sûr, évidemment, chacun a son terme pour évidemment définir ce sujet-là, et on va en parler dans un instant. Ravi aussi d'accueillir, parce qu'il faut aussi avoir le point de vue d'un architecte, Philippe Risotti. Bonjour. Bonjour. Qui est donc architecte. Vous avez notamment piloté l'exposition L'empreinte de l'habitat au pavillon de l'Arsenal. Quelques mots pour vous présenter. Donc je m'appelle Philippe Risotti, je suis architecte et maître de conférences à l'école d'architecture et de paysage de Lille, et également chercheur au LEAV à l'école d'architecture de Versailles. Et donc je travaille maintenant depuis un certain nombre d'années à la fois en tant que chercheur et puis aussi au sein de mon entreprise sur la question de la décarbonation de l'acte de construction. Très bien, alors évidemment vous êtes, j'allais dire, pile dans le sujet, on a bien fait de vous choisir. Merci. Et puis nous sommes également en ligne et en visio avec Vianney Fulard, bonjour. Bonjour. Qui est directeur de la transition énergétique et du bas carbone chez Eiffage Construction. J'allais dire, c'est un poste qui a été créé ex nihilo en 2017 et qui veut tout dire. Quelques mots pour vous présenter. Exactement, c'est une direction que l'on a créée, rattachée au directeur général adjoint, pour piloter la feuille de route bas carbone de la branche bâtiment du groupe Eiffage, et pour atteindre nos objectifs que nous sommes fixés à l'horizon 2025 et 2030 sur l'axe bas carbone, qui est l'axe numéro 1 de notre plan stratégique. Très bien, vous allez évidemment en dire plus dans un instant. Et puis également en ligne avec nous, Éric Berger, bonjour. Bonjour. Qui est directeur, fondateur de Peachtree, et également vous êtes chef de projet pour le plan de transformation de l'économie française, qui a été coordonné, on va dire, par le Shift Project. Vous connaissez bien ce secteur, parce que vous êtes un ancien aussi de la chimie des matériaux. Alors quelques mots pour vous présenter. Oui, donc Éric Berger, donc je suis avant tout un industriel depuis 30 ans. J'ai commencé ma carrière pendant 10 ans dans le ciment. Ensuite, j'ai dirigé des boîtes de chimie liées à la construction. J'ai fabriqué des adjuvants pour béton, et ensuite j'ai fabriqué des matériaux de construction avec du ciment aussi, en dirigeant la dernière entreprise que j'ai dirigée, qui était le groupe Parex, qui a été vendu à Sika il y a quelques années. Maintenant, je suis investisseur dans les green tech, et par ailleurs également très investi au Shift Project, qui vient de publier, en tant que think tank leader sur la décarbonation, un plan de transformation de l'économie française qui aborde ces sujets justement de la construction et de décarbonation de l'acte de construire et des matériaux. Alors, on va entrer justement et avec vous dans le vif du sujet pour poser les enjeux. Il y a un instant, avec Hervé Letreut, très clairement, ce climatologue nous expliquait qu'on avait déjà peut-être franchi, on va dire, la limite. On a déjà quand même une hausse de 1,1 degré, alors qu'on s'est fixé un objectif d'une hausse qui ne soit pas supérieure à 1,5 degré dans l'horizon 2050. Donc, vous voyez comment on va très très vite finalement. Lui, il dit qu'il faut anticiper, que les petits gestes ne suffiront pas, et qu'il est temps très clairement de changer nos modèles. Éric Berger. Oui, non, absolument. En fait, le problème véritable, c'est que c'est pas juste d'atteindre une neutralité en 2050. On sait que le carbone, c'est un problème de stock et non pas de flux. Donc tout ce qu'on rajoute en plus nous rapproche de la catastrophe. Donc il faut effectivement maintenant être sur la bonne trajectoire. Il fallait faire moins 3% par an il y a 7 ou 8 ans. Maintenant, c'est moins 5% par an. Et je rappelle qu'avec le Covid, on a eu une baisse des émissions de 5% au niveau mondial. Donc imaginez, c'est comme si on disait qu'il faudrait rajouter un Covid tous les ans. Donc c'est juste pas possible en termes de vie. Donc il faut
changer de braquet complètement. Changer de braquet complètement, c'est le point de vue que vous partagez aussi, François Pétry. Peut-être qu'aussi la crise, alors on vient de parler de Covid, la crise aussi qu'on connaît, finalement, la crise, j'allais dire qui nous réveille malheureusement, la guerre en Ukraine, qui nous parle aussi de nos dépendances vis-à-vis des énergies fossiles qui sont très très lourdes, nous dit aussi qu'il faut changer. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut changer. Je pense que pour notre part, bien sûr, on s'inscrit dans cette ambition de réduire le poids carbone de nos produits. On a, il y a un an, partagé une feuille de route dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui et je dirais que la crise ne fait que renforcer la nécessité de s'inscrire dans cette trajectoire et voire de l'accélérer. La crise énergétique, pour nous, renforce le fait qu'il faut plus se baser sur les déchets pour les transformer en chaleur et en énergie que sur les combustibles fossiles. Mais je pense que la crise aussi met en valeur les atouts de nos matériaux, leur caractère local, et la capacité à mieux absorber les aléas de l'approvisionnement et des supply chains internationales, et leur recyclabilité et l'aspect ou le caractère et la capacité à travailler dans les territoires et proches des territoires. Et je pense que la crise internationale et les difficultés qui apparaissent sur les grands flux donnent à nos matériaux, en particulier au béton, des atouts ou mettent en évidence les atouts du béton de façon importante. Alors évidemment, on va revenir en détail dans un instant sur votre feuille de route, puisqu'on est là aussi pour voir les solutions, on va dire, apportées par les différents secteurs. Mais je continue le tour de table pour réagir, on va dire, globalement à l'urgence dont on vient de parler. Vianney Fulart, aussi, vous, de votre point de vue, FH Construction, avec la branche construction qui a une empreinte carbone externe qui est forte. Oui, exactement. Le groupe Eiffage a décidé de s'engager très fortement. On était déjà historiquement engagé dans le développement durable. On a mis un coup d'accélérateur à partir de 2019 sur la réduction de notre empreinte carbone. Et pour tous les métiers du groupe, et toutes les branches, on s'est fixé les mêmes objectifs, à savoir 46% de réduction de notre empreinte interne en 2030 par rapport à 2019 et moins 30% sur l'empreinte carbone externe. Ça, c'est l'empreinte carbone des bâtiments que l'on construit. Ça, on doit réduire donc de 30%, ce qui est vraiment une marche très importante en à peine une décennie. La branche bâtiment du groupe est très particulière parce que notre empreinte interne représente très peu, représente à peine 3%, à comparer aux 97% de l'empreinte des bâtiments qu'on construit. Et dans ces 97%, on a encore une fois 97% qui sont le poids des matériaux et des équipements qu'on met en œuvre. Donc il faut vraiment changer de braquet pour réussir à réduire l'empreinte carbone des bâtiments qu'on livre à nos clients. Clairement changer de braquet, on va en parler évidemment en détail. Et pour terminer, on va dire ce tour de table autour des enjeux avec vous, Philippe Risotti, et Hervé Le Treut en parlait. Voilà, il faut peut-être arrêter de penser une bonne fois pour toutes que les ressources sont infinies. Tout à fait. Dans les données qu'on a constatées avec la chaire de construction durable de l'ETH qui nous a accompagnés dans ces recherches, on a fait un point assez important, c'est que 50% des ressources naturelles en Europe sont destinées à la construction et elles produisent environ 30% de nos déchets. Ce qui sont des chiffres assez importants et donc ce qui nous intéresse, déjà c'est la question des indicateurs. Parce que finalement, on travaille tous avec des indicateurs et on se positionne par rapport à ces indicateurs en pourcentage. Et peut-être qu'il faudrait déjà essayer de partager ces indicateurs, parce qu'on a des indicateurs qui sont différents en fonction des différents pays européens, alors qu'il me semble que c'est vraiment un enjeu qui peut être maîtrisé à l'échelle européenne. La plupart des acteurs, d'ailleurs, qui sont réunis autour de cette table ne sont pas des acteurs uniquement nationaux, ce sont des acteurs qui travaillent à l'échelle souvent internationale. Et c'est ce que disait Hervé Le Treut, les émissions de gaz à effet de serre, elles ne s'arrêtent pas. C'est pas comme le nuage de Tchernobyl, si je puis dire, c'est mondial. Exactement. Et l'autre point, c'est qu'on travaille également sur des indicateurs moyens, alors que on pourrait tout à fait les différencier en fonction des qualités propres des matériaux. On parle du ciment, par exemple. La durabilité d'un ciment n'est pas la même que, par exemple, des biomatériaux. Celle de matériaux biosourcés est encore différente. Et souvent, d'ailleurs, on mesure ces indicateurs par mètre carré, alors qu'il serait, à mon sens, intéressant de le faire comme les Suisses le font déjà, de travailler
en mètres cubes, puisque l'énergie se consomme en termes de volume et les matériaux se mettent en œuvre pour fabriquer des volumes. Et donc, il y a déjà tout un grand travail à faire dans ce secteur sur les indicateurs eux-mêmes et la manière de les contrôler qui, pour le moment, à mon avis, manque un peu de transparence d'une certaine manière et surtout de clarté vis-à-vis des différents acteurs. On avait hier soir un webinaire avec un des gros acteurs du béton qui est Ekiom, qui partageait avec un certain nombre d'architectes sa stratégie de décarbonation. Et en fait, il décarbonait la production de ciment, mais finalement, sans avoir le lien avec les méthodes constructives et alors que finalement, on pourrait tout à fait différencier les éléments, les composants de la construction, qui permettraient peut-être de justifier une certaine pérennité sur la question des fondations, des infrastructures, alors que d'autres éléments, notamment les composants de façade, pourraient avoir une durabilité inférieure, en particulier dans le contexte de réchauffement climatique, puisque finalement, les conditions vont changer, donc il va falloir aussi s'adapter à ces transformations. Alors, comment ça vous fait réagir justement ce point de vue sur les indicateurs et peut-être le fait qu'on s'en rend compte, ces sujets ils sont transverses, les acteurs doivent travailler ensemble. D'ailleurs, Vianney Fullard témoignera aussi du club industriel qu'Eiffage Construction a mis en place. Bien sûr. Donc, tout d'abord, sur les indicateurs, je pense que c'est un très bon point et c'est une très bonne remarque. Je pense qu'il y a déjà une évolution qui s'est faite, spécialement en France, où on était beaucoup à la tonne dans les matériaux de construction, on est au mètre carré. Donc c'est déjà un KPI, un indicateur qui va permettre d'intégrer les actions des différents acteurs. Là, vous avez raison, c'est que autant que des mètres carrés, on fait des volumes quand on construit. Et donc il y a probablement une évolution encore à apporter, mais pour notre part et pour ma part, le fait d'être allé vers des indicateurs de CO2 au mètre carré a déjà été déjà plus fort ou plus puissant, comme pour amener de l'intégration et une meilleure prise en compte de l'ensemble des gestes de la construction que les approches précédentes. Sur la partie comment aller vers cette décarbonation, je trouve que votre remarque a beaucoup de sens et les industriels du ciment sont assez en ligne avec ce que vous proposez. Il y a différentes fonctions dans la structure du bâtiment. Il y a des parties où le béton gardera toute sa valeur, puisque pour des fondations, pour des parties souterraines, pour les parties centrales du bâtiment, la structure en elle-même, c'est un des meilleurs matériaux qui existent et des plus faciles à utiliser et à mettre en œuvre. Et puis, il y a d'autres parties dans le bâtiment où là, il va falloir aller vers de l'adaptabilité du bâtiment, de la flexibilité. Et on sait que là, des structures en béton seront peut-être un petit peu moins performantes ou certaines structures pourront le faire alors que d'autres matériaux peuvent le faire au moins aussi bien. Et donc, je pense qu'on va vers ça. Et c'est une des autres évolutions que l'on voit actuellement. C'est alors que le cimentier ou le bétonnier était 100% béton ou 100% ciment, on travaille tous et on reconnaît tous la compatibilité des différents matériaux et le besoin de les utiliser pour ce qu'ils savent faire. Je pense même que la filière béton et où les cimentiers aujourd'hui reconnaissent qu'il va falloir aller vers une meilleure utilisation des matériaux dans leur quantité. C'est-à-dire qu'on a une maîtrise très forte en France, mais dans les pays européens des performances du béton et des ciments bien sûr, et on est capable d'être beaucoup plus économe dans les quantités et peut-être aussi d'ajuster beaucoup plus le niveau de performance en fonction de l'utilisation, sachant qu'avec la performance, il y a souvent un sujet de poids carbone qui est lié. Donc je pense que on est dans une évolution extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que ce que la construction a connu auparavant, et que la capacité à vraiment évoluer, à faire baisser le carbone, passe par une meilleure collaboration, une meilleure intégration des différents gestes, depuis la conception jusqu'à la réalisation, et puis la modification et la démolition recyclage, mais aussi de l'ensemble des acteurs qui concourent de façon des différents matériaux qui concourent aux gestes de construction. Alors je vais faire réagir les autres intervenants que je n'oublie pas parce qu'ils sont en visio, mais j'avais envie de vous dire quand même, alors je vais un peu mettre les pieds dans le plat, je vous dis tout de suite, je ne sais pas si ça va vous faire plaisir. On a parlé de l'urgence, là vous me parlez d'une feuille de route faite en mai 2021. Beaucoup disent quand même que les acteurs du béton, ça fait quelques années, enfin la filière, que vous ne vous lancez pas vraiment dans une action pour agir. Il n'y a pas longtemps, on rappelait que dès les années 50, on tirait la sonnette d'alarme. Je ne dis pas que pour vous, je veux dire, beaucoup d'acteurs sont concernés par ces enjeux-là. Qu'est-ce qui a déclenché ça ? C'est une démarche volontaire ? Est-ce que la réglementation et l'entrée en vigueur de la RE 2020 fait aussi que les acteurs sont obligés de bouger ?
Donc, comme vous connaissez bien tous les événements fondateurs de ce qui se passe actuellement, ce qui est vrai, c'est que notre feuille de route est concomitante avec la stratégie nationale bas carbone. Donc voilà. Donc l'aspect réglementation, incitation de l'État. Même si elle est quand même antérieure à 2021, cette stratégie nationale bas carbone. Oui, mais c'est quand même à peu près, c'est à ce moment-là, enfin, quand elle a été relancée et qu'on a effectivement travaillé sur une feuille de route ambitieuse. Par le passé, effectivement, je pense qu'on ne peut que reconnaître qu'on n'a pas forcément été les plus moteurs. Aujourd'hui, ce qui se passe, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un an, on a mis en place cette feuille de route, et qu'aujourd'hui, il y a vraiment des gestes et des actes qui matérialisent le fait que les choses évoluent. Alors, à quel niveau ces actes matérialisent le changement ? Eh bien, c'est par exemple, il y a différents étages dans notre feuille de route. Un premier étage est l'optimisation des processus industriels, de nouveaux outils plus adaptés à mieux fabriquer nos produits avec moins de poids carbone. Eh bien, il y a une usine nouvelle, refaite complètement, qui est en train de démarrer actuellement. Il y en a une qui a commencé, il y en a une qui est déjà annoncée. Il y a 25 sites en France, c'est beaucoup. Il y a peu d'industries qui sont capables de remettre en cause 3 sites sur 25 en 2 ans. Du point de vue des produits, donc on est sur une évolution beaucoup plus rapide que par le passé. Même les normes, enfin les industriels, les professionnels essayent d'accélérer les processus de normes. On arrive sur des nouveaux ciments qui sont normalisés depuis ce début d'année. On va avoir les produits dans le marché cette année. C'est des ciments ternaires à empreinte carbone plus faible. De la même façon, on en parlait tout à l'heure, hein, l'énergie est un sujet extrêmement important dans nos cycles industriels. Eh bien, le remplacement par des déchets ou par de la valorisation énergétique des combustibles fossiles va à une vitesse qui n'a jamais été égalée jusqu'à présent, hein, puisqu'on a des ambitions d'atteindre 80% de remplacement et que les choses évoluent vite. Donc, certainement, on ne va jamais assez vite, et je partage ce point de vue, et mes enfants me le rappellent souvent, mais ce que je leur dis, c'est qu'on est sur un métier qui a probablement pas été assez rapide dans son changement auparavant, et on est dans un moment où on accélère. Peut-on faire mieux ? Certainement, mais on ne le fera pas tout seul, on le fera avec les autres, on fera avec le béton, on va avec les gens qui conçoivent les bâtiments, on fera avec les autres corps d'État, puisque tout ça, c'est un poids carbone de l'ensemble du bâtiment. Et il faut qu'on sache être solidaire dans cet effort, et aussi proportionnel à ce qu'on sait faire, de par les caractéristiques de chacun des métiers. Bah, c'était bien que vous posiez aussi ces enjeux-là. J'allais dire, votre temps de parole, comme du temps de la politique, a évidemment un peu débordé par rapport aux autres, mais l'idée, c'était que vous... Désolé. Non, mais c'est très bien, parce que l'idée, c'était que vous posiez les enjeux, parce que là, on est au cœur du sujet, puisqu'évidemment, on l'a entendu aussi, le béton, on va encore s'en servir, j'allais dire, et on est au cœur de la problématique. Alors, Éric Berger, comment vous réagissez ? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis le début, par rapport, on le voit, à une filière qui est en train de bouger, peut-être pas encore assez... qui s'y prise peut-être un petit peu sur le tard, on peut dire. Non, mais en fait, d'abord, je me réjouis du switch qui est en train de s'opérer dans la tête des cimentiers, des bétonniers, parce que je suis extrêmement frustré. J'ai dirigé Chryso, qui est un des principaux acteurs de l'adjuvantation. Et je donne juste cet exemple. Les bétons qui ont été faits lors de la Coupe du Monde pour faire les stades de la Coupe du Monde en Afrique du Sud étaient beaucoup plus décarbonés, pour des raisons de coût d'ailleurs, s'ils étaient moins chers, que ceux qu'on coule aujourd'hui quand on fait des ouvrages en France. Donc tout ça parce que des normes qui ont été volontairement, l'évolution de normes retardées ont empêché cette évolution. Et donc donc ce switch, il est essentiel, et heureusement que le législateur, avec l'Aéro 2020, a obligé les gens à réfléchir. Je rappelle que l'Aéro 2020 aurait dû sortir en 2020. Malheureusement, des manœuvres de retardement l'ont mise à 2022. Mais aujourd'hui, ça y est, je pense que tous les acteurs basculent, et la créativité qui va avoir lieu va être considérable. Elle force tous les acteurs, et je dirais, les cimentiers sont sans doute les moins bien placés pour faire de la créativité. J'ai envie de dire aux cimentiers, laissez faire votre filière béton, qui sont beaucoup plus agiles dans la formulation. On peut baisser les quantités de ciment par mètre cube. Il y a des adjuvants extraordinaires qui sortent. En travaillant avec les grands constructeurs comme Eiffage, Bouygues, etc., on peut aussi repenser le bâtiment. Le ciment lui-même n'est qu'une composante. Je vous donne cet exemple aussi. Beaucoup de bétons qui sont faits aujourd'hui, en fait, les technologies ont été inventées par l'industrie du réfractaire. Les bétons autoplaçants ont commencé dans l'industrie réfractaire. Vous savez, c'est les bétons qu'on met dans la sidérurgie. Il y a très longtemps, on faisait déjà des bétons autoplaçants il y a 25 ans dans l'industrie réfractaire. Et on a aussi inventé des bétons qui étaient des Ultra Low Cement Castable, ULCC, dans lesquels on est passé non plus à 20% de ciment, ni même à 10%, on est passé à 2-3% de ciment. Non pas pour dire qu'on peut faire ça dans le bâtiment demain, mais je veux dire qu'il y a des leviers énormes à côté. Et il faut libérer cette créativité, et la norme
qu'a pris le législateur, ben, je vais vous dire, elle va rendre le métier beaucoup plus intéressant. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que justement c'est pas aussi la réglementation? Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est le souci de la visio. Est-ce que la réglementation fait quand même bouger aussi largement les acteurs? La RE 2020, elle y participe. Elle est critique. S'il n'y avait pas eu la RE 2020, la vérité c'est que les bétonniers et les cimentiers n'auraient pas bougé aussi vite. Mais j'ai envie de dire maintenant, la RE 2020, on peut tout à fait essayer d'étendre ça à la moitié de la consommation de ciment, qui est les travaux publics. Alors, pas de la même manière, bien entendu, il faut réfléchir, mais on pourrait très bien imaginer de dire, et d'ailleurs, je crois que certains acteurs, j'avais interviewé certains acteurs comme Vinci ou des gens d'Eiffage localement, on leur dit, mais si on mettait un critère d'appel d'offres carbone dans les ouvrages d'art, et chaque ouvrage d'art est unique, donc on peut pas mettre un cap comme dans la RE 2020 par mètre carré. Les gens, ils sont prêts. Alors, ils ont dit, par contre, notre client, lui, il est peut-être pas prêt, l'État. Parce qu'il a peur, les collectivités ont peur que si on mettait un critère, je sais pas, 25% du poids de l'appel d'offres est basé sur le contenu carbone de l'ouvrage qui va être rendu, ils ont un peu peur que ça monte le prix, alors que pas vraiment en fait. Et ça libérait aussi la créativité dans les ouvrages d'art, dans lesquels les boîtes comme Eiffage sont absolument fantastiques. Et les bétonniers français, même Lafarge. Lafarge a été un des pionnier du béton autoplaçant en France et donc est capable de faire d'évoluer ces bétons de façon radicale. Donc vous partagez l'avis de François Pétry quand il dit qu'on a un vrai savoir-faire en la matière, que justement ça peut être l'occasion de le montrer finalement en allant vers plus de décarbonation. Il se trouve qu'il y a une culture béton en France qui est une des meilleures au monde. J'ai vendu des adjuvants béton dans le monde entier, d'accord ? Les deux pays dans lesquels il y a les plus beaux bétons, c'est le Japon et la France, d'accord ? Simplement, cette créativité n'a pas été mise au service de la décarbonation pour des raisons de normes et de vouloir penser volume ciment au lieu de penser valeur. Si on libère cette créativité, la vérité, c'est que je pense que la filière française, intégralement, du cimentier au constructeur, va devenir sans doute la plus créative et la plus performante du monde d'ici 7 ou 8 ans. J'en suis absolument convaincu. Alors, je vais faire réagir Vianney Fulart aussi, notamment en commençant par ce que vient de dire Éric Berger, cette proposition de critères d'appel d'offres carbone. Je sais que mes collègues de la branche infrastructure sont souvent confrontés à cette difficulté. On a beaucoup travaillé sur l'impact carbone et Eiffage Route est particulièrement en avance, mais Eiffage Génie Civil travaille sur ces sujets-là et ils se désolent de ne pas pouvoir le valoriser vis-à-vis de nos clients parce qu'effectivement, ça ne fait pas forcément partie des critères de l'appel d'offres alors qu'on le propose de manière volontariste, sans que ce soit demandé. Oui, c'est quand même, j'allais dire entre guillemets, un comble. Et alors ce club industriel que j'évoquais aussi, pour penser l'avenir aussi du secteur et notamment ces enjeux de décarbonation. On sait pertinemment qu'on n'arrivera pas tout seul à réduire l'empreinte carbone des bâtiments qu'on construit. Comme je l'ai dit, 95% de l'empreinte de ce qu'on livre, c'est les matériaux et les équipements. Donc on a besoin de l'aide de nos partenaires, de nos fournisseurs. Et donc Eiffage, avec Impulse Partner, ont créé le club industriel Sequoia, qui est un club destiné à jeter un filet de pêche à la mer pour recueillir les solutions bas carbone les plus prometteuses, qui sont souvent pas matures et qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin de trouver des lieux d'expérimentation, des chantiers de tests sur lesquels on peut les mettre en œuvre. Et c'est vrai que le groupe Eiffage, c'est souvent ça qu'on peut proposer aux startups ou même à des groupes industriels de taille plus importante. On peut leur donner des chantiers, des objets sur lesquels expérimenter des nouveaux matériaux, des nouveaux produits, des nouveaux équipements pour pouvoir massifier, tester, faire du retour d'expérience. Ça, c'est vraiment dans notre ADN, dans notre culture de constructeur. On aime bien essayer sur nous-mêmes de nouveaux matériaux. On travaillait il y a déjà presque 10 ans sur des constructions en bois massif contre-collé en préfa 3D. On a livré une opération de 120 chambres à La Rochelle en 7 mois et qui était largement plus performante que la réglementation thermique alors, et on ne comptait pas le carbone. On a essayé beaucoup de constructions parce que il faut effectivement se remettre en question. Nous n'avons pas de dogme dans les matériaux que nous utilisons. Nous sommes très pragmatiques. La seule chose qui nous importe, nous, c'est l'impact carbone de la construction, quel que soit le matériau qu'on utilise. On a vraiment cette stratégie d'utiliser le bon matériau au bon endroit
Donc le béton, c'est le sujet, j'allais vous poser la question, vous avez commencé à l'aborder et François Pétry en parlait, le béton aura toujours sa place à l'avenir à vos yeux, en choisissant le bon matériau. Exactement. En fait, il faut prendre le bon matériau au bon endroit. De toute façon, quand on regarde les utilisations actuelles ou les productions actuelles de béton sur toute la planète, on va pas remplacer tout ça en faisant plus que du bois, sinon on va très rapidement déforester l'ensemble de la planète. Mais il faut proposer des bétons beaucoup moins carbonés. Je disais, le meilleur exemple, c'est la tour Hyperion. On parle toujours de la tour la plus haute, résidentielle la plus haute d'Europe en bois. En fait, il faudrait dire en bois, métal, béton. Hein. Le noyau et les premiers niveaux et les infras sont en béton. Les planchers et les poteaux sont en bois. Et comme on avait des soucis de balcon qui étaient très grands, on a même rajouté des bracons en métal et certains poteaux en métal parce que le bois n'avait pas des caractéristiques mécaniques suffisantes dans certains points singuliers. Alors Philippe Rizzotti, je vais vous faire réagir à beaucoup de choses qui ont été dites depuis. Peut-être revenir d'abord sur les matériaux et puis après, il y a un autre aspect qu'il faut aborder et avec le rôle de l'architecte qui est important aussi, c'est la question aussi des process dans cette histoire, dans la construction. Il y a le matériau, mais pas seulement quand on parle de décarboner l'acte de construire. Alors d'abord, peut-être un commentaire encore sur cette notion de matériaux, si vous voulez. Il y avait une chose qui me faisait également réagir, c'était finalement, on parle de décarbonation. Alors, est-ce que l'enjeu n'est pas plutôt de valoriser ce carbone ? Puisque finalement, on cherche à réduire les quantités de matière, mais il nous faut peut-être aussi imaginer qu'on pourrait les réutiliser. Le réemploi est un des gros sujets. Il y a des gros investissements à l'échelle nationale qui sont faits sur ce thème. Même si c'est pas simple, le réemploi, il faut bien le dire. Il y a notamment des notions d'assurance aussi qui ne sont pas toujours simples. Exactement. Mais si on cherche à valoriser l'ensemble des matériaux, dans l'optique finalement de les réintégrer dans la technosphère, comme finalement les biomatériaux vont pouvoir être réintégrés dans la biosphère, et qu'on revalorise l'acte de construire, c'est-à-dire que toute la chaîne de valeur est revue, puisqu'on a quand même une dérive vers la financiarisation de l'immobilier qui a fait que finalement c'est tous les actes de financement qui ont pris la plus importante de la valeur, alors que quelque part le reste des acteurs sont restés quasiment à valeur constante pendant des années. Et aujourd'hui, en vue de pérenniser les ouvrages qu'on construit, de construire mieux, de valoriser tous les matériaux, finalement, à mon sens, ce n'est pas l'idée de décarbonation, c'est de valoriser. Ce carbone est important. Ce carbone va nous rester. On a par exemple... Mais alors j'allais vous dire, par exemple, le bois, on dit ça fait du stockage de carbone, c'est quand même pas mal de l'utiliser aussi dans la construction, pour revenir au sujet bois-béton, qu'on n'oppose pas. Alors là, moi, je rejoins un petit peu le point de vue de Vianney Fullard, c'est-à-dire qu'un arbre met quand même 50 ans à pousser. Évidemment, après, on peut considérer qu'il stocke du carbone. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on l'a coupé, il arrête d'en absorber. Et moi, j'ai fait un calcul très bête, comme ça, au sein de notre petite structure de recherche. C'est qu'on a constaté que le nombre d'arbres par habitant, quand on prend les masses forestières, ne serait-ce qu'en un siècle, il a été divisé par 3. En 2000 ans, il a été divisé par 3000. Donc, évidemment, on peut utiliser du bois pour construire. Le problème, c'est qu'on a une croissance nette de la population qui est de 80 millions d'habitants à l'échelle planétaire par an. Je pense que les matériaux biosourcés les plus importants sont, comme le dit d'ailleurs notre partenaire, la Charte de construction durable de l'ETH, les biomatériaux à très forte croissance. La paille en est un, le bambou en est un, les arbres, évidemment, permettent de stocker du carbone. Même si la paille, j'allais vous dire, on se pose aussi la question par rapport à l'élevage, la place de la paille, il faut aussi la matière, enfin on revient toujours au même sujet. Finalement. Je pense qu'il faut rationner en fait, il faut rationner cet acte de construire et valoriser absolument cet acte de construire. La ville qui nous entoure, on est en plein cœur de Paris, je pense que les niveaux d'investissement par rapport au niveau de rentabilité au moment où on a créé la ville haussmannienne n'étaient pas tout à fait les mêmes, c'est-à-dire que les gens qui ont produit Haussmann et tous les architectes, les constructeurs qui ont participé à la construction de cette ville ont investi sur le long terme. Et donc, il faut absolument, à mon sens... D'ailleurs, Haussmann, énergétiquement, c'est assez efficace finalement, il faut bien le dire. C'est surtout pérenne, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de pérennité incroyable dans ces bâtiments, il y a un mix total, puisque vous avez les façades en pierre de taille que vous voyez sur rue, mais les étages sont un mix entre finalement des produits minéraux, du bois, les façades arrière généralement c'est de l'ossature bois remplie également avec des éléments de ciment, ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes et c'est un vrai sujet sur lequel on pourrait faire toute une émission par ailleurs. Néanmoins, ces bâtiments sont
déjà pas simple, 45 minutes sur ce sujet-là. J'aurais envie Ces bâtiments sont là depuis plus d'un siècle, en fait, pour la plupart. Donc finalement, on amortit aujourd'hui notre carbone dans la construction sur 50 ans, mais on peut l'amortir sur beaucoup plus longtemps, à condition, encore une fois, de le valoriser. Et un autre point qui est fondamental dans les constatations, c'est qu'on est dans un secteur, contrairement à à beaucoup d'autres disciplines, qui partage très peu son information. Chacun développe ses brevets dans son coin, qui investit très peu dans la recherche. On en parlait avec le directeur RSE de Nexity lors de l'exposition. Je crois que si on prend l'ensemble de la chaîne, ceux qui prennent 50% de ces ressources, ils investissent moins d'1% dans la recherche. Comparez l'effort d'investissement dans la recherche de l'automobile, l'effort sur certains matériaux, dans la chimie, dans la médecine. Donc il est fondamental de réinvestir massivement dans cette recherche et de réinvestir massivement également dans l'éducation, c'est-à-dire dans la formation de tous ces acteurs. Je prends l'exemple des architectes. On est inférieur de presque 10%, 7%, c'est ce que constate la directrice de l'école de Marne-la-Vallée qui était en charge pour le ministère de la Culture de faire cette évaluation, dont déjà les chiffres étaient très durs à former. On est à moins de 9 300 € par étudiant en architecture, quand la moyenne de l'OCDE sur la formation des étudiants est de 10 000 €. Vous imaginez des acteurs qui devraient finalement prendre en charge, en tant que polytechnicien, finalement l'acte de construire, qui va prendre 50% des ressources naturelles et produire quasiment un tiers de l'empreinte carbone, dont, ajustons, mettons ne serait-ce que 7% de plus dans la formation de ces architectes, ils sont 20 000 en formation chaque année en France. Vous imaginez pas ce que ça peut faire. Et du coup, valoriser le carbone, finalement, ça permet de rendre cette utopie réalisable. D'ailleurs, je ferai un dernier tour de table pour vous faire répondre à la question utopie ou réalité, puisque c'est l'objet aussi du sujet, mais qu'on évoque, et heureusement, depuis une demi-heure. François Pétry, un commentaire à tout ce qui a été dit. J'aime vraiment, merci de ces commentaires qui me semblent vraiment... qui traduisent votre connaissance et la finesse de votre connaissance et de votre analyse de ce qui se passe. Et pour moi, il y a un vrai sujet important, c'est effectivement dans quelle durée de temps on s'inscrit. Et s'il y a autant nos métiers de la filière béton et du ciment sont très favorables à la RE 2020 et à des incitations légales pour nous obliger à bouger, puisque on le reconnaît. Éric Berger a dit carrément, c'est ça qui vous a fait bouger. Hein. Mais Éric Berger l'a dit, et malheureusement il a un peu raison. Mais ce qui est important pour nous, c'est que dans cette RE 2020, il y a un certain nombre de modes de calcul qui sont destinés à aider les matériaux biosourcés, sur quoi on n'a pas de soucis, mais qui inscrivent la démarche dans un temps un peu trop court par rapport à la durée réelle de vie d'un bâtiment que l'on doit même cibler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter de construire pour du trop court terme, quelques dizaines d'années. Il faut construire pour plus de 50 ans et dès la conception, prévoir que le bâtiment ou l'édifice aura différents cycles de vie, différents cycles d'utilité. Et puis effectivement, on traitera différemment l'enveloppe et puis la structure et que les choses pourront évoluer. Et donc ça, c'est vraiment un point important qui va dans le sens de la préservation de la planète, de la baisse du carbone, parce que tout simplement, on s'inscrit dans des temps de 50, 80 ans, tout à fait compatibles avec les techniques actuelles, les produits qui sont de plus en plus performants et la façon de construire, la connaissance des architectes, des ingénieurs qui savent faire ça. Il faut aller vers ça et arrêter de dire qu'un bois va stocker. Oui, mais un bois, la recyclabilité du bois... Alors ça, c'est le discours du côté des acteurs du bois. Hein. Je dis ça, c'est vrai. Certainement, il stocke. À un moment, quand il est en fin de vie et dans la déconstruction, vous en faites quoi? Il va assez rapidement passer dans des sous-produits ou dans de la valorisation énergétique. Où là, le piégeage du carbone est tout à fait questionnable. Donc, encore une fois, il y a de la place pour le bois, il y a de la place pour l'acier, tous les produits, il n'y a aucun problème. Simplement, il faut qu'ils soient jugés pour la réalité de leurs atouts. Et je pense que nos produits, et on y travaille, doivent baisser leur empreinte carbone. Nous y travaillons avec les constructeurs et avec les concepteurs et les architectes. Ils doivent être aussi reconnus pour l'aspect recyclabilité à l'infini, disponibilité et pérennité. On est sur des produits extrêmement maîtrisés, connus, à performance très stable et qui sont capables de durer des dizaines d'années. Alors Éric Berger, un commentaire à ce qui vient d'être dit par François Pétry. Ah non, moi je suis entièrement d'accord avec ce que dit M. Pétry. Je suis même extrêmement réjoui par l'évolution de la perception du métier. Je pense que le métier justement des cimentiers, des bétonniers va beaucoup bouger à cause de ça. J'ai envie de dire à un jeune, c'est le moment de rejoindre ces filières-là pour les faire évoluer, parce que le chantier est énorme. Hein. Je pense que votre métier va devenir beaucoup plus enthousiasmant que ce qu'il était même il y a 10 ans, parce que c'est des réflexions qui sont complexes.
Et il faut raisonner en filière. Cela dit, je vais vous dire une chose. Moi, quand la décarbonation du ciment, comme on l'a dit tout à l'heure, ne suffira pas. Il faut vraiment penser libérer la créativité du béton. Et ensuite, il faut aussi que la façon de construire évolue. Et on va imaginer des systèmes nouveaux, complexes. L'acier va aussi se décarboner très vite. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à Dunkerque, ils ont décidé de passer à la réduction directe par l'hydrogène, ce qui veut dire que la production de Dunkerque, alors ça n'a pas tellement touché Vous voulez dire c'est ArcelorMittal, c'est ça qui fait ça? ArcelorMittal, ouais. Donc ça veut dire que beaucoup de tôles automobiles on pourra être très décarbonés. Voilà une filière qui fait un investissement absolument gigantesque, un pari incroyable. Voilà, et c'est très bien. Donc moi, je suis convaincu que le travail collectif des acteurs, si on les libère, on donne du temps, on libère aussi la créativité. Encore une fois, je pense qu'il faut donner de la créativité aux gens. Pour avoir travaillé chez un cimentier, un bétonnier est toujours un petit peu tenu un peu de façon reine courte par le cimentier. Donc, en réalité, tous ces gens-là sont tous capables de créativité à leur niveau, mais il faut absolument faire évoluer la façon de construire. Donc, si je vous écoute bien, là, ça y est, ils sont lancés, ils sont sur les rails, tout le monde là, donc il n'y a plus besoin de contraintes. On n'a pas besoin de contraintes supplémentaires, si? Non, mais attendez. D'abord, la feuille de route qui a été donnée par l'industrie cimentière, elle est très claire à 2030. Mais comme toutes les feuilles de route, et c'est normal, je dirais, on va pas jeter la pierre, c'est normal. Elle est très claire à 2030. Entre 30 et 40, c'est un peu plus flou, mais à partir de 2040 à 2050, paf, il y a les silver bullets, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on va faire de la capture de carbone. Non, en fait, il faut tenir la trajectoire. C'est bien ça le sujet. Je rappelle qu'il faut tenir cette trajectoire, et c'est ça qui est difficile. Donc, non, il y a besoin. Les feuilles de route ne sont pas encore une garantie du succès. On peut plus dire que les acteurs nient le problème. C'est plus vrai. C'est-à-dire, les gens qui disent ça, c'est faux. Tous les patrons de la branche, des acteurs industriels, ils ont compris. Simplement, non, il faut maintenir la pression, et notamment ce que je dis, la moitié du problème de ceci, le TP et génie civil. Et là, comme vous le disiez tout à l'heure, madame, et vous aviez raison, vous disiez, mais c'est un comble. Effectivement, c'est plutôt les pouvoirs publics qui freinent, alors que les acteurs seraient prêts. Moi, j'ai un patron de région de Vinci qui me dit, moi, je suis totalement prêt demain matin à répondre à des appels d'offres avec des bétons bas carbone. Simplement, quand je le propose, on me le demande pas. Exactement ce que disait monsieur Desfages. Et il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré des politiques qui m'ont dit, ah oui, c'est vrai, on pourrait le faire, mais l'Europe empêcherait. Je dis, ah non, pas du tout. Vous avez réussi à faire passer l'Euro 2020, mettre le critère de l'appel d'offres carbone dans les appels d'offres publics, il n'y a aucun problème. Je dis, ah bon, ouais, vous avez raison. Mais en fait, c'est eux qui freinent. C'est le comble. Ah oui, c'est le comble, comme vous dites. On est loin encore du but, on est très loin. Vianney Fulart, un commentaire? Oui. Il faut, comme les acteurs ont dit, utiliser tous les leviers pour réduire l'empreinte carbone. C'est pas une utopie, ce sera une réalité. Et ah bah voilà, vous commencez à arriver à la conclusion. J'allais vous poser la question en dernier, mais bon. mais le premier levier d'entre eux, c'est la sobriété. Et dès que j'utilise ce mot-là, ouais, mais alors c'est un mot qui est un peu fourre-tout en ce moment, je me permets, je veux dire, on l'entend partout, oui. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, je revenais d'un colloque, quelqu'un disait, on nous parle partout d'être sobre, de sobriété, de consommer moins, de faire mieux, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière finalement. Pour enfoncer les pieds nous, c'est la première chose, c'est optimiser la quantité de matériaux qu'on met en œuvre par rapport aux vrais besoins. Souvent, on utilisait du béton qui mécaniquement ne servait à rien, mais parce que comme c'est un matériau pas cher, qui a d'autres qualités, mais mécaniquement il servait strictement à rien. Et ce sont des choses sur lesquelles on est en train de revenir. On a des bâtiments sur lesquels on teste le fait de mettre des corps creux pour limiter la quantité de béton dans les planchers, comme on faisait dans les années 70. Mais comme la main d'œuvre coûte maintenant beaucoup plus cher que dans les années 70, on faisait des planchers caissons. À ce moment-là, on était vraiment optimal en termes de quantité de béton pour les planchers. Et là, c'est la même chose. Si on construit des bâtiments avec des surfaces de façade doublées par rapport aux standards qui permettent d'avoir des prix limités pour que ce soit accessible au plus grand nombre, parce qu'on doit quand même loger les gens, on doit leur permettre de pouvoir travailler. Si on met des surfaces de façade qui sont doublées ou si on construit des surfaces de locaux inutiles, alors on essaie toujours de m'opposer avec les architectes quand je parle de sobriété. Et en fait, je me rends compte
que lorsqu'on met des fortes contraintes, la maîtrise d'œuvre, les archis, les bureaux d'études et les entreprises, ils sont créatifs, comme le disait Monsieur Berger, ils sont créatifs, ils trouvent des solutions et qui sont pas forcément des solutions moins économiques ou plus chères que le standard. On se rend compte que lorsqu'on économise la structure, lorsqu'on optimise les ratios architecturaux, on optimise la performance thermique, on optimise aussi la performance carbone et on a des bâtiments très performants et ça n'empêche pas de proposer des bâtiments extrêmement confortables et vivables pour les utilisateurs. Alors, on en arrive au dernier tour de table. Donc, votre dernière conclusion, c'est ça, c'est une réalité, la décarbonation de l'acte de construire. Ça a commencé. Alors, on n'est pas du tout aux objectifs qu'il faut atteindre pour gagner la lutte contre le réchauffement climatique, pour le limiter, mais on s'est mis en marche et c'est vrai que la filière bâtiment, tout particulièrement, ça a commencé avec l'arrivée du label E+C- où nos clients nous ont challengés, nous ont fait comprendre qu'ils nous attendaient vraiment sur des propositions concrètes, sur des bâtiments à impact carbone réduit. Et bien sûr que ça va pas se faire en 2 temps 3 mouvements, mais la trajectoire indiquée par la RE 2020, sur laquelle il faudra aller au-delà de 2031, et sur la trajectoire, il faudra peut-être même encore mettre un coup d'accélérateur, probablement par rapport à ce qu'on voit arriver. Si on compare à la stratégie nationale bas carbone, si on compare aux directives européennes. Mais pour moi, on est en marche. On est en marche, c'est le cas de le dire. Alors, Philippe Rizzotti, en 1 minute à peu près, j'allais dire une conclusion. Réalité, alors ? Moi, j'en suis convaincu. Je pense que si tous les acteurs de la chaîne se mobilisent, que les investissements suivent et que les connaissances sont partagées et échangées au sein de laboratoires, mais également par les entreprises, qu'on multiplie des expérimentations et qu'on évalue aussi ces expérimentations, parce qu'il y a une vraie question aussi du retour d'expérience, pour lequel aujourd'hui on déclare nos émissions, mais on ne les vérifie peut-être pas assez souvent. Donc il y a aussi une vraie question de contrôle qui se pose. Je pense qu'on a tout à fait, en tout cas, on a on a tout à fait les capacités techniques et les connaissances pour y arriver. Il s'agit vraiment juste de se mobiliser et peut-être de se mettre un petit peu moins en concurrence, mais plus en collaboration pour arriver à relever ces défis qui sont finalement des conditions de survie à l'échelle de l'humanité. Avec un vrai savoir-faire français. François Pétry, de la même façon, en 1 minute, une conclusion. Bien, réalité aussi, j'imagine, vous n'allez pas dire le contraire. Mais une réalité, mais comme ça a été dit, où il y a encore besoin de beaucoup de dynamisme, d'ambition et d'envie. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, il y a les signes visibles qu'on a démarré les actions qui nous permettent de nous inscrire dans la feuille de route. Comme ça a été dit, ça nous permet à 2030 d'être assez rassurés sur notre capacité à répondre aux enjeux. Mais il ne faut pas qu'on prenne de retard, il faut aussi qu'on prépare l'après 2030. Et là, on est notre industrie cimentière, mais avec la filière béton. On travaille sur des sujets de capture de CO2, que ce soit dans les bétons, puisqu'on a des tests là-dessus qui montrent la capacité à le faire. Béton, piège à carbone, bien sûr dans des captures plus de type géologique, aller mettre du CO2 dans des cavités géologiques, ou de la valorisation et de l'utilisation pour en faire des combustibles. Tout ça, c'est en cours. Il y a des pilotes qui sont en cours, il y a des grands projets, mais il faut surtout garder cette vitesse et cette implication dans ces projets si on veut être capable d'apporter les bonnes solutions après 2030 et d'arriver à une neutralité carbone. Encore une fois, notre industrie investit lourdement, je pense, change ses paradigmes, accepte de travailler un peu plus avec le béton, et ça a été dit tout à l'heure, je pense que les cimentiers décidaient beaucoup. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Le béton est un levier majeur et on ne pourra pas faire sans lui, mais on ne pourra pas faire sans les constructeurs, on ne pourra pas faire sans les architectes, et on a un enjeu collectif majeur pour l'humanité, mais aussi pour nos métiers, parce que si on n'est pas capable de gérer cet enjeu-là, nos métiers seront en grande difficulté assez rapidement. Oui, de toute façon... Oui, je pense que c'est la meilleure des motivations. Celui qui n'y va pas, j'allais dire, il est mort, carrément, on peut le dire. Éric Berger, allez, une conclusion, j'allais dire, voilà, en 1 minute. Très vite. D'abord, oui, c'est une réalité. La réalité, c'est que je pense que la filière française de la construction est en train de basculer. C'est une réalité et c'est très enthousiasmant. Je pense en plus que la qualité technique des gens dans cette filière, des architectes jusqu'aux cimentiers, permettra de faire la filière française
une des meilleures au monde dans la décarbonation de la construction. Voilà. Et donc, je pense que les sujets sont enthousiasmants. Après, il y a eu une petite utopie qui est que on ne s'en sortira que par la technologie. En réalité, il faudra de la sobriété, parce que on a travaillé là-dessus au Shift, et pour reboucler, il faudra de la sobriété. La sobriété, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, concrètement, c'est des choix pour utiliser moins de ressources en termes de tonnes, que ça soit pas seulement du carbone, moins de sable, moins de bois. Et pour ça, il faut repenser aussi les usages, moins faire de neuf, plus de rénovation, repenser l'urbanisme. Donc ça sera aussi un levier très important. Merci à vous. Vous avez été efficace en 1 minute de conclusion. Éric Berger, donc, qui est notamment chef de projet au sein du Shift Project. On a bien compris, un acteur qui connaît bien aussi le secteur pour y avoir été pendant 30 ans. Vianney Fulart, directeur de la transition énergétique et du bas carbone chez FH Construction. À vous, Philippe Risotti, architecte. Vous avez notamment piloté, on en parlait, l'exposition L'empreinte de l'habitat au pavillon de l'Arsenal. Et François Pétry, président du SFIC, le syndicat français de l'industrie cimentière. On va dire que c'était un débat finalement très positif et engageant. On va à présent enchaîner en parlant de la rénovation énergétique dans les territoires. On va partir du côté des Hauts-de-France. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.